Bonjour à tous, je suis Thierry Piston, infectiologue et épidémiologiste, et on m'a demandé de vous faire une formation en 20-30 minutes en e-learning sur euh, les situations complexes qui vont vous amener en tant que pharmacien d'officine à orienter les patients vers le médecin pour prescrire et administrer des vaccins. Quelques liens d'intérêt avec des laboratoires qui produisent notamment des vaccins qui m'ont aidé à partir en congrès nationaux la plupart du temps, plus rarement international, et deux participations à des groupes d'experts en vaccinologie en 2017 très ponctuellement. Revenons donc à nos moutons sur les modalités qui fixent la liste des vaccins et les conditions pour la prescription et l'administration des vaccins par les pharmaciens d'officine. Vous avez donc l'arrêté du 8 août 2023 qui fixe le périmètre avec, en définissant ce qui est réalisable par les pharmaciens d'officine. Et globalement, c'est tous les vaccins, à l'exception des vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées et des enfants de moins de 11 ans. Quand on a dit ça, on a tout dit et en même temps, on n'a pas précisé les situations complexes. Mais commençons déjà par évoquer les vaccins vivants atténués. Qu'est-ce qu'on a en magasin pour les vaccins vivants atténués? On a le vaccin contre la tuberculose, le BCG, le trivalent rougeole oreillon rubéole, le vaccin contre la varicelle, le vaccin contre le rotavirus qui concerne essentiellement les enfants, et donc ce n'est pas du périmètre de la pharmacie, a priori, en tout cas en termes de prescription et d'administration. Euh, la grippe saisonnière, vaccin nasal, et le vaccin contre la fièvre jaune, et qui est du périmètre des centres de vaccination internationaux et pas non plus des pharmacies d'officine. Vaccin vivant atténué et suspicion d'immunodépression. Voilà le principal périmètre qui mérite de s'adresser aux médecins. Et quelles sont les situations faisant suspecter une immunodépression ou faisant confirmer une immunodépression? Quand on vous parle d'un greffé d'organes ou de cellules souches, il y a derrière vraisemblablement une immunodépression ou en tout cas une suspicion d'immunodépression. Les déficits immunitaires familiaux qui sont souvent congénitaux, l'infection par le VIH, les patients qui subissent des cancers évolutifs. Ça mérite de prendre expertise auprès du médecin pour s'assurer qu'il n'y ait pas justement une immunodépression sous-jacente. Les cirrhoses décompensées, les cirrhotiques décompensés sont tous immunodéprimés. Les maladies rénales de stade sévère et les patients dialysés, les patients aspléniques, hein, que ce soit en rapport avec une asplénie fonctionnelle ou une drépanocytose, une splénectomie, pardon, ou une asplénie fonctionnelle comme la drépanocytose. Les chimiothérapies en cours sont immunosuppressives ou si elles ont été arrêtées depuis moins de 3 mois. Et pareil pour l'ensemble des immunosuppresseurs et des biothérapies. Vous avez un délai même à respecter pour lever l'immunosuppression relative aux biothérapies par rituximab de 6 mois. Et pour les corticothérapies au long cours, au moins 2 semaines, et qui seraient arrêtées depuis moins de 3 mois, vous êtes en suspicion d'immunosuppression. Puis il y a des situations particulières de la femme enceinte ou allaitante que je vous recommande d'orienter vers des médecins également. Donc cet arrêté du 8 août qui cible les personnes ayant une indication de vaccin vivant atténué et de suspicion d'immunosuppression, finalement, il est associé à une autre partie de l'arrêté qui recommande une formation des pharmaciens d'officine
Et cette formation à la reconnaissance des situations complexes qui amènent les personnes, les patients à être orientés vers le médecin par le pharmacien d'officine. Et du coup, là, c'est plus large, puisque dans l'arrêté même, vous avez des commentaires sur la complexité associée aux primo-arrivants, aux schémas vaccinaux inconnus, incomplets ou aberrants. Bon, la suspicion d'immunodépression, on vient d'en parler. Et la suspicion d'antécédent d'anaphylaxie à un vaccin est clairement citée dans l'arrêté. Et ce ne sont que des exemples. Finalement, on se retrouve dans une zone grise où le bon sens doit primer en termes d'orientation vers le médecin. Et ces situations doivent être illustrées donc, dans le cadre de votre formation par des cas pratiques. Donc, c'est ce qu'on va faire. Okay. En pratique, les situations complexes, où est-ce qu'on les trouve dans le calendrier vaccinal français? Dans le petit commentaire, le calendrier vaccinal 2024 vient de sortir, mais là, j'ai fait le diaporama sur la base 2023. Vous avez des personnes immunodéprimées ou aspléniques parmi les populations spécifiques. Les femmes enceintes sont citées dans le calendrier des vaccinations 2023. Le statut vaccinal incomplet ou incomplètement connu est également cité, donc, et qu'on retrouve dans votre arrêté. Et par contre, ne sont pas cités dans le calendrier vaccinal et les recommandations vaccinales les antécédents d'anaphylaxie à un vaccin. Donc, on va quand même parcourir tout ça et avec des cas concrets. Mais avant, je voulais vous faire tutoyer un petit peu la complexité de cette affaire d'immunodépression, de suspicion d'immunodépression avec des vaccins vivants atténués. Vous avez en haut à gauche les recommandations en cas de greffe d'organes solides, que ce soit en bilan pré-greffe ou en post-greffe, les recommandations ne sont pas les mêmes. En post-greffe, tous les vaccins vivants sont contre-indiqués. On parle des greffes d'organes solides. Par contre, au moment du bilan pré-greffe, quelques semaines avant la greffe, les vaccins vivants atténués sont à mettre à jour. Donc là, vous avez une dualité avant et après la greffe. Que vous n'avez pas du tout quand on est de la même manière quand on est dans une situation de greffer de cellules souches. Puisque après la greffe, 24 mois après la greffe, on peut discuter un vaccin vivant atténué, trivalent, rougeole, oreillon, rubéole ou varicelle, selon le contexte. Sur la partie du milieu, le tableau 5 vous énumère un petit peu les conduites à tenir vis-à-vis des immunosuppresseurs, hein, corticothérapie et biothérapie associées. Globalement, quand on a commencé le traitement et que l'immunosuppresseur est significativement impactant, les vaccins vivants sont contre-indiqués. Contre-indiqués, certes, pour le BCG, le rotavirus et la grippe saisonnière, mais on peut largement recommander, avant la mise en place du traitement, le vaccin trivalent, rougeole, oreillon, rubéole, la varicelle et la vaccination contre la fièvre jaune avant, par exemple, une greffe ou l'introduction d'une biothérapie. Donc tout ça, entre les contre-indications, les indications, c'est assez compliqué et à l'évidence mérite un recours au médecin. Premier cas concret, un homme de 37 ans qui présente une polyarthrite rhumatoïde sévère, qui est traité par infliximab initialement et relayé récemment par rituximab. Il se présente à vous pour une demande de vaccination contre la varicelle, car cette personne n'a pas d'antécédent de varicelle et a été en contact récent avec un enfant qui présente une varicelle. Donc là, à l'évidence, il y a une immunodépression, un rituximab après l'anti-TNF, et vous allez orienter sans trop de questionnement vers un médecin, et même un médecin infectiologue pour confirmer
les contre-indications au vaccin vivant atténué, varicelle compris, là il n'y a pas trop de débat, mais aussi pour protéger cette personne fragile d'une varicelle grave de l'immunodéprimé avec une indication d'immunoglobuline. Deuxième cas de suspicion d'immunodépression, une femme de 23 ans qui présente un PTI, un purpura thrombopénique immunologique. Donc, elle est traitée sur un premier temps par 60 mg par jour sur une durée courte, puis 20 mg par jour en relais. Et là, ça fait 3 semaines qu'elle prend 20 mg par jour de prednisone. Et elle se présente pour une demande de rattrapage de deuxième dose de vaccin trivalent rougeole, oreillon, rubéole. C'est l'occasion de vous rappeler qu'une corticothérapie de plus de 2 semaines fait suspecter une immunodépression, a fortiori si on est dans le 10 mg équivalent prednisone depuis plus de 2 semaines ou s'il y a eu recours à un bolus de corticoïdes. Et donc les posologies d'équivalent prednisone pour l'enfant, c'est 2 mg kilo, et à partir de 10 kg pour l'enfant, on rejoint les 20 mg par jour euh, de prednisone pour qualifier l'immunodépression, l'équivalent prednisone. Il est à noter que, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas de vaccin vivant atténué possible jusqu'à 3 mois après des posologies et des durées de traitement par corticoïdes de ce type. Donc, effectivement, c'est une personne qu'il faut orienter vers le médecin qui va confirmer la contre-indication temporaire au vaccin vivant atténué au moins 3 mois après l'arrêt des corticoïdes. Et si la vaccination paraît primordiale pour une raison X ou Y à moyen terme, l'interniste ou l'hématologue pourra discuter une alternative thérapeutique. Troisième cas clinique, suspicion d'immunodépression. Toujours donc un homme de 43 ans vivant avec le VIH, traité activement et efficacement puisque la charge virale est indétectable et qui présente une numération CD4 autour de 400 par millimètre cube, ce qui est plus que correct. Il se présente et est en demande d'une vaccination contre la rougeole avant son voyage au Congo parce qu'il a entendu parler d'une épidémie locale. Alors, il dit être à jour de sa vaccination contre la fièvre jaune qui aurait été faite il y a 10 ans. Alors, qu'est-ce qu'on considère? On considère qu'il y a une immunodépression liée au VIH, même si elle n'est pas majeure, elle est quand même présente au regard de la numération CD4. L'attitude aurait été la même s'il avait eu plus de 500 CD4 par millimètre cube. D'orienter le patient vers son médecin infectiologue ou un médecin compétent en centre de vaccination international, parce que c'est quand même quelqu'un qui part en voyage, qui pense qu'il est à jour contre la fièvre jaune, alors qu'il y a une indication de rappel dans son cas, puisqu'il est il a une immunodépression relative, mais pas de contre-indication à ce vaccin vivant, puisqu'il a une numération CD4 stable à plus de 200 par millimètre cube. Donc, pas de bénéfice à vie de la vaccination contre la fièvre jaune, donc une dose de rappel à 10 ans est souhaitable. Par contre, on lui confirmera la contre-indication définitive au vaccin contre la rougeole, quelle que soit la numération CD4. Donc voilà, une complexité à gérer par le médecin. Splénectomie ou asplénie fonctionnelle, là, le cas typique d'un jeune adolescent drépanocytaire SS traité par hydroxyurée comme traitement de fond. Il se présente avec ses parents pour un rattrapage de vaccin rougeole. À vous. Du coup, vous allez considérer l'asplénie fonctionnelle associée à son hémolyse chronique. L'hydroxyurée et l'asplénie, ça fait quand même un double effet immunosuppressif relatif, on va dire. Relatif, puisqu'il y a effectivement un risque accru d'infection bactérienne à germe encapsulé, donc vous allez insister sur les vaccins de réduction du risque de ces infections bactériennes, méningocoque, pneumocoque, hémophilus influenzae B.
Mais c'est le médecin qui va gérer puisque c'est un dossier compliqué avec une suspicion d'immunosuppression. Et suivant le profil, a priori, il devrait déclarer l'absence de contre-indication au vaccin vivant après sa validation, si possible le médecin référent, parce que l'hydroxyurie n'est pas suffisamment immunosuppressive et la drépanocytose également pour disqualifier les vaccins vivants dans ce contexte-là. La situation particulière de la femme enceinte ou allaitante, j'ai pris l'exemple d'une femme d'origine camerounaise de 35 ans qui se présente pour une vaccination contre la fièvre jaune. Elle se présente à vous en pharmacie d'officine avant son séjour. Elle ne sait pas trop comment ça se passe en France pour ce vaccin. Elle part un mois pour séjour familial et elle va aller en zone rurale au village. Donc, vous savez que ce vaccin contre la fièvre jaune est disponible uniquement au centre de vaccination international en France. Vous en avez deux en Gironde, un au CHU de Bordeaux, Santé Voyage à l'hôpital Saint-André. Et sinon, vous avez aussi le centre de vaccination international, toujours ouvert à l'hôpital Robert Piquet, l'hôpital d'instruction des armées de Robert Piquet à Villeneuve-d'Ornon. Si la femme est enceinte, le bénéfice-risque, là, dans la situation d'un séjour d'un mois au village, on va dire, il est en faveur de la vaccination contre la fièvre jaune. A fortiori, si la patiente ne peut pas reporter son séjour. Il n'y a pas photo et la pharmacovigilance nous permet de vacciner. Mais effectivement, ça ne va pas se faire en pharmacie d'officine dans tous les cas. Pour votre information, une femme allaitante d'un bébé de moins de 6 mois aura droit aussi à la vaccination contre la fièvre jaune sous couvert d'une suspension transitoire de l'allaitement qu'il faut programmer avec la patiente. On passe aux suspicions d'antécédents d'anaphylaxie à un vaccin. Alors là, le Covid nous a bien aidés pour préciser un peu les conduites à tenir, qui étaient un petit peu dispersées, on va dire, avant la Covid. Mais on a essayé de rassembler un petit peu les choses pour proposer des conduites à tenir assez consensuelles en cas d'antécédent d'anaphylaxie. Donc l'anaphylaxie, c'est la survenue d'une allergie immédiate, une réaction immédiate qui survient dans les 6 heures, souvent dans les 15 minutes d'ailleurs, après une première injection d'un vaccin. Donc là, quand vous avez une réaction immédiate comme ça, vous devez suspecter une vraie anaphylaxie et orienter vers le médecin. En cas de demande de revaccination du même vaccin. Si c'est une demande de revaccination après une réaction immédiate de vaccination pour un autre vaccin, là, vous allez botter aussi en touche, à mon avis, vers le médecin par précaution. Par contre, si c'est tout autre antécédent d'allergie sans réaction immédiate, vous avez tout à fait la légitimité pour vacciner normalement, sauf situation où il y aurait un antihistaminique peut-être à prescrire au préalable par sécurité. Ça se discute, mais en tout cas, c'est pas une situation complexe de revacciner quelqu'un qui a un antécédent d'allergie ou de vacciner avec tout autre vaccin un antécédent d'allergie sans réaction immédiate. Alors, je viens de dire que l'anaphylaxie, effectivement, est définie par la réaction immédiate. Et donc, je réinsiste sur le fait que le tableau doit survenir dans les 6 heures qui suivent la vaccination. Et dans les faits, c'est souvent dans les 15 minutes. C'est pour ça qu'on sollicitait le fait de faire patienter les candidats à la vaccination Covid 15 minutes dans les salles d'attente par précaution. Donc la réaction est rapide, urticaire ou tableau souvent respiratoire ou hémodynamique instable, donc des gens qui partent sur un bronchospasme, un tableau asthmatiforme, une détresse respiratoire, un trouble hémodynamique qui les amène à faire un malaise, une perte de connaissance, plus ou moins associée à une incontinence, enfin bon, en tout cas quelque chose de cogné associé à un urticaire.
Mais globalement, pour vous, la réaction immédiate, un urticaire immédiat, je pense que vous avez intérêt pour une revaccination à botter en touche et à adresser au médecin, il me semble. Bon, toute personne qui vaccine doit avoir accès de l'adrénaline. J'imagine que vous avez ça à disposition dans les conditions de prescription et d'administration de vos vaccins. Et vous ne dépassez pas la posologie pour un adulte de 0,5 mg sur une face latéro-externe de tiers moyen de cuisse en cas d'événement anaphylactique. Et bien sûr, après, la personne est à surveiller en milieu hospitalier après, je dirais, le sauvetage. Donc, un exemple, suspicion d'antécédent d'anaphylaxie ou pas. Un homme de 24 ans qui a un exanthème cervicothoracique très prurigineux avec un léger œdème des paupières fugace qui survient là à 36 heures de sa première dose de vaccination contre le papillomavirus. Et là, il vous demande si vous pouvez lui refaire sa deuxième dose de vaccination contre le papilloma. Alors, est-ce qu'on est dans l'anaphylaxie? Non, parce que la survenue de l'urticaire, a priori, c'est un urticaire, mais bon, on n'a pas les photos, mais ça peut être difficilement autre chose, est survenue plus de 6 heures après la vaccination. Bon, en plus, vous avez manifestement pas de signes respiratoires, pas de signes hémodynamiques, pas de syncope. Mais enfin bon, euh, donc on n'est pas dans l'anaphylaxie. Virtuellement, on pourrait vacciner, mais moi, je vous recommande d'orienter vers le médecin parce que c'est quand même un patient qu'il faudra prémédiquer par un antihistaminique pour bien sécuriser, pour lui éviter des événements, même s'il risque pas sa peau, il risque quand même d'une récidive d'urticaire sur une hypersensibilité retardée, plus ou moins précoce, là, parce qu'H36, c'est retardé précoce, on va dire. Euh, et donc, je le prémédiquerai volontiers par antihistaminique. Et puis, pour les autres vaccins, autres que HPV, vous pouvez vacciner normalement, sous réserve que la composition du vaccin soit différente de celle du vaccin qui a généré l'hypersensibilité. Suspicion d'antécédent d'anaphylaxie pour cet adolescent asthmatique de 12 ans ou pas? Enfin, elle est asthmatique, mais est-ce qu'il y a vraiment une anaphylaxie chez elle, vu qu'elle a un antécédent d'allergie à l'œuf et qu'elle a fait un urticaire avec une crise d'asthme qui serait survenue dans l'heure suivant sa première dose de vaccin contre la fièvre jaune par le passé? Et là, elle se présente à vous pour sa première dose de vaccin antigrippal, de vaccination antigrippale dans le cadre de son asthme. Donc là, il y a clairement un antécédent d'anaphylaxie, probablement en rapport avec l'allergie à l'œuf, hein. Il y a une contre-indication formelle à revacciner contre la fièvre jaune. Donc, vous pouvez déjà indiquer contre la fièvre jaune, certes, mais aussi parce que le vaccin antigrippal comprend des protéines de l'œuf. Vous n'allez pas vous lancer dans la vaccination antigrippale de cette jeune adolescente, ni même dans la vaccination contre l'encéphalite qui est plus confidentielle, en raison de la composition comprenant des protéines de l'œuf. Et vous allez vous adresser au médecin pour qu'il puisse faire la part des choses entre une contre-indication formelle ou alors une vaccination sous encadrement médical en hôpital de jour, si on considère l'allergie à l'œuf comme étant suffisamment ancienne, puisqu'on sait qu'en grandissant, l'allergie à l'œuf a tendance à s'amender. Mais tout dépend un petit peu des conditions allergologiques en cause. En tout cas, ça ne se fera pas en pharmacie d'officine. Le cas du migrant primo-arrivant, là, je vous donne un exemple, un mineur non accompagné de 14 ans qui arrive de Guinée, qui est mis sous la protection de l'enfance, qui a un statut vaccinal indéterminé. Il se présente pour une mise à jour avec son accompagnant, pour une mise à jour de son statut vaccinal. Donc, vous avez une délégation
pseudoparentale pour faire les vaccins, puisque l'encadrement de l'institution permet de réaliser des vaccins et déléguer l'autorité à l'éducateur. Mais par contre, bon, je ne savais pas du tout où en est le jeune en termes de statut vaccinal. Et là, c'est compliqué et je pense que effectivement, ça fait partie des exemples qui sont cités dans l'arrêté. Vous orientez vers un médecin qui va faire un rattrapage vaccinal, théoriquement en l'indexant quand même sur des critères sérologiques, parce que vous pouvez faire des sérologies enfin, on peut faire des sérologies prévaccinales, hépatite B, varicelle, pour déterminer s'il y a une indication, et post-vaccinal sur le tétanos, théoriquement 4 à 6 semaines après la primo-vaccination, de manière à déterminer s'il y a une indication de rappel ou pas. Donc là, c'est le médecin qui prend la main. Différents cas de figure sur des schémas vaccinaux inconnus, incomplets ou aberrants, dont par exemple une vaccination contre l'hépatite B avec une seule ou deux doses, ou voire trois doses, mais avec des intervalles qui ne sont pas du tout classiques. Donc là, il vaut mieux botter en touche vers le médecin, de la même manière que vous orienterez a priori le patient s'il y a un statut rougeole, oreillon, rubéole inconnu chez un homme né avant 1960. Donc, une dose, deux doses, a priori, c'est cité comme des schémas inconnus ou incomplets à orienter vers le médecin, même si je pense qu'un pharmacien peut se débrouiller avec ce genre de problématique. En tout cas, c'est dans votre arrêté. Papillomavirus de dose chez un jeune de plus de 15 ans et du coup, il manque la troisième dose. Qu'est-ce qu'on fait? Pareil, si on a eu un vaccin pneumococcique Valence 23 avant le vaccin pneumococcique conjugué 13 Valence. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, je pense que là, ça relève du médecin sans trop discuter. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que je n'ai pas trop compliqué, complexifié, on va dire, ces situations complexes qui étaient évoquées dans votre arrêté et j'ai essayé de ramener ça à des notions de bon sens cliniques et pharmaceutiques. Je vous remercie et bonne suite à vous.